Tu n'es pas obligé de hurler pour te faire remarquer. Tu n'as pas à argumenter pour persuader qui que ce soit. Et tu n'es certainement pas tenu de te défendre pour gagner en autorité. Ce que beaucoup oublient, c'est que la vraie influence ne s'exprime pas à travers les discours. Elle s'installe discrètement, dans une quiétude qui déstabilise, qui ébranle les convictions et qui convertit ton manque de parole en une emprise subtile et irrésistible. Peut-être penses-tu qu'en t'exprimant, tu te protèges? Pourtant, chaque phrase imprudente, chaque effort pour affirmer ta position te place déjà en situation d'infériorité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi Machiavel aurait opté pour ta discrétion plutôt que pour tes explications. Pourquoi une retenue bien dosée se transforme en une méthode de persuasion progressive et inébranlable. Et si tu souhaites approfondir, laisse un commentaire avec cette phrase. Je choisis le silence, pas la soumission. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations. Reste avec moi jusqu'au bout, car la découverte que tu vas faire changera à jamais la façon dont on peut t'atteindre. Machiavel ne s'embarrassait pas des principes moraux que les gens aiment professer. Il analysait l'humanité comme un tacticien examine un terrain d'affrontement, avec une clarté dépourvue de mirage. Dans Le Prince, il ne discute pas de bonté, mais d'efficacité pure. C'est ici que la discrétion entre en scène. Au cœur de l'Italie divisée de la Renaissance, où une simple parole risquait de tourner à la trahison, se taire s'avérait souvent plus astucieux que s'exprimer. Mais cette idée ne lui appartient pas exclusivement. Les stoïciens l'avaient anticipée, Nietzsche l'a réinventée, Foucault l'a redéfinie. Les mots exercent une autorité, mais la retenue en est la maîtrise absolue. De nos jours, dans un univers noyé sous les clameurs, les avis vociférés et les égos démesurés, cette leçon paraît effacée. Pourtant, elle répond à un malaise contemporain, celui d'être englouti, de ne plus savoir comment affirmer sa place. Ce que tu vas explorer à présent, c'est comment la discrétion se mue en une énergie qui impose sans jamais agresser. Tu vas réaliser pourquoi se taire n'est pas une échappatoire, mais un instrument redoutable. Derrière chaque pause verbale, se cache une visée secrète, une pression naissante, un transfert d'influence. Voici les 7 piliers cachés qui convertissent ta réserve en ascendant et ta modération en emprise. Prépare-toi à percevoir ce qui t'avait échappé jusqu'ici. Le premier pilier à saisir pour dominer sans voix, c'est l'impact du néant. Le néant que tu crées en évitant de répliquer, de clarifier ou de te défendre n'est pas un vide pur. C'est une force latente, une anxiété diffuse qui déséquilibre l'interlocuteur. L'esprit humain abhorre ce néant, car il contraint à spéculer, à décoder, à imaginer. C'est ainsi que tu gagnes du terrain. Chaque pause se transforme en une surface où l'autre projette ses angoisses personnelles. Tandis qu'il s'égare en supposition, toi, tu demeures impassible. Il se sent obligé de saisir, d'anticiper, de remplir ce que tu omets. En agissant ainsi, il se met à nu. Il expose ses réflexions, il met en lumière ses vulnérabilités. Le néant agit comme un reflet. Tu n'as pas à débattre. Tu n'as pas à triompher. Tu génères une lacune qui attire, qui perturbe, qui pousse l'autre à se repositionner. C'est cette lacune délibérée et contrôlée qui forme ton premier levier d'ascendant muet. Tu incarnes l'ombre qui inquiète, l'énigme que l'on s'efforce de percer, l'interrogation qui hante les nuits. Plus tu cultives ce néant, plus tu diriges l'arène mentale. Le truc, c'est d'ignorer l'impulsion de le combler toi-même, de ne pas intervenir pour apaiser, pour démontrer, pour affirmer. L'autorité n'exige pas d'excuses. Elle existe simplement. Et c'est ce que fait le néant quand tu le laisses s'épanouir. Il affirme ta présence via ton retrait. Il instaure un équilibre où tu n'as plus à poursuivre le pouvoir. Tu incarnes le pouvoir. C'est pour cela que se taire n'équivaut pas à de la fragilité. C'est une énergie que seuls les plus perspicaces exploitent. Et quand tu apprécies ce néant, tu te muas en tacticien imprévisible. Le deuxième pilier à adopter, c'est la façade de l'impassibilité. Nombreux sont ceux qui voient la réserve comme passive, comme un recul du jeu, un effacement discret. Mais dans une optique tactique, se taire est un geste dissimulé, une contrainte muette, un mécanisme psychique. Il n'est jamais inerte, il bouscule, il incite, il impose. L'autre quête un indice dans tes propos, mais il n'en trouve aucun. Du coup, il s'agite, il conjecture, il remplit l'écart avec ses propres tourments, et tandis qu'il tente de t'inciter à t'exprimer, il se démasque. Tu n'as rien énoncé, pourtant tu deviens le pivot. La réserve attire, elle crée un néant qui se fait aimant. Et comme cette réserve est dynamique, elle affirme ta présence sans que tu aies à la proclamer. Tu es présent sans verbe, mais tu captives les regards. La façade,
c'est de penser que seuls les bavards influencent. En fait, ceux qui se taisent absorbent toutes les projections. L'autre t'assigne des idées, des motivations, parfois des atouts que tu n'as même pas évoqués. Et plus tu gardes ton calme, plus tu parais menaçant. La réserve se lit comme une énergie. Elle incarne une supériorité taciturne, une forme de maîtrise. Elle déclare « Je n'ai pas besoin de m'exprimer pour compter ». Et cette attitude place l'autre en position inférieure. Il perd son aplomb, il guette ton expression. Il espère un signe, mais rien n'arrive. Et c'est ce rien qui écrase. Se taire, quand c'est intentionnel, est un exercice d'autorité. C'est une bataille feutrée, une persuasion mentale. Ceux qui le dominent savent que dans certains affrontements, la parole est une défaite, et que le vrai leadership se joue dans l'obscurité du non-dit. Tu ne vins pas par le raisonnement, tu vins par l'attitude. Et dans cette attitude muette, tu tiens les guides sans les exhiber. Le troisième pilier à examiner, c'est le déplacement du doute. Quand tu gardes le silence, tu ne retiens pas seulement une réplique. Tu transposes une charge. Tu enlèves le poids de l'incertitude de ton mental et tu le déposes dans celui de l'autre. Il ignore tes réflexions. Il ignore tes intentions futures. Il ne décrypte pas ce que signifie ta réserve. Alors, il fabrique des scénarios. Il infuse ses craintes dans ton mutisme. Il se raconte des fables. Il conçoit des visées, des risques, des complots, et plus il t'imagine, plus il s'éloigne du réel. C'est là que tu domines. Tu n'as rien révélé, mais il chancelle. Il aspire à comprendre, à prévoir, à diriger ce que tu caches. Et en essayant de deviner ton prochain pas, il dévoile le sien. Il se trahit par son agitation. Tu le décodes mieux qu'il ne te lit. Tu l'observes tandis qu'il te traque. La réserve se mue en une arme cachée. Elle ne blesse pas directement. Elle contraint l'autre à s'ouvrir. C'est une forme d'analyse psychique. Celui qui doute s'agite ouvertement. Peut-être imagines-tu que se taire est facile, qu'il protège ou qu'il calme, mais il recèle des conséquences plus obscures, plus intimes. Il ne se limite pas à imposer, il modifie, il ruine, il met à nu. Voici les vérités qu'on évite d'affronter, car elles exposent le coup dissimulé de la réserve. La première vérité à confronter, c'est que se taire ne supprime pas l'opposition, il la repousse en profondeur. Tu penses peut-être que ta discrétion met un terme à la confrontation. En vérité, elle déplace le combat sur un niveau plus enfoui, plus sournois. Ce que tu retiens se métamorphose, évolue, devient une énergie dormante. Le différent n'a pas vanished, il s'est incrusté, il corrode, il use les esprits, il altère les vues, et plus tu gardes le silence, plus il s'implante. Cette réserve se mue en une attente toxique. On anticipe ton explosion. On guette que tu dévoiles enfin ce que tu occultes. Mais tu ne cèdes pas. Et ce non exprimé se fait agression glacée. Il bloque les interactions, il fige les liens, il instaure un climat de suspicion, de tension, d'instabilité. Tu ne vocifères pas, mais ta réserve hurle à ta place. Elle déclare « Je n'ai pas effacé ». Elle déclare « Je n'ai pas absous ». Elle déclare « Je ne suis plus là pour bâtir ». Et c'est cette forme cachée de conflit qui rend le mutisme si efficace, mais aussi si périlleux, car il forge une paix illusoire, une paix superficielle qui mime la maîtrise, mais qui n'est qu'un couvercle sur un bouillon. Et quand la tension monte trop, la réserve éclate en ravages. Voilà pourquoi ce constat initial est essentiel. Te taire ne te rend pas supérieur, il te rend plus menaçant pour autrui, mais aussi pour toi-même. Une réserve mal gérée se transforme en détonateur différé, et celui qui croit dominer sa parole sans gérer son contenu finit toujours par en pâtir. Le mutisme est un outil, mais mal manipulé, il se retourne contre son détenteur. La deuxième vérité à admettre, c'est que se taire te modifie autant qu'il domine l'autre. Cette retenue n'est pas un geste anodin, c'est une pratique qui forge ton mental. À force de retenir tes mots, tu finis par percevoir autrement. Ton observation devient plus aiguë, ton audition plus précise, mais ton cœur se durcit. La réserve demande une autodiscipline qui n'est pas sans répercussion. Elle t'éloigne de l'impulsivité, de la tendresse, de la fragilité. Tu apprends à réprimer, à surveiller, à évaluer. Et à force d'adopter cette stance, tu perds un fragment de toi. Tu gagnes en robustesse psychique, mais tu sacrifies l'innocence. La réserve répétée se fait carapace, et cette carapace adhère à ton être. Tu deviens celui qu'on ne décrypte plus, celui qu'on n'ose plus aborder. On te respecte, certes, mais on ne t'approche plus. L'ascendant du mutisme, c'est qu'il te détache. Il te place en observateur extérieur,
comme si tu contemplais le monde derrière une paroi. Et progressivement, tu oublies ce qu'est s'exprimer sans calcul, sans mesure, sans bride. Tu désapprends la chaleur, tu désapprends l'élasticité. La réserve devient ton sanctuaire, mais aussi ton cachot. Tu n'as plus besoin des autres. Et c'est cette autonomie émotionnelle qui effraie, car elle te rend invulnérable, mais aussi inaccessible. Voilà le dilemme. Ce que tu acquiers en prestige, tu le perds en humanité. Et si tu ne veilles pas, tu finis isolé. Admiré, peut-être, mais solitaire. Le mutisme t'a fortifié, mais il t'a aussi transformé, et parfois, tu ne reconnais plus celui que l'a retenu à sculpter. La troisième vérité à distinguer, c'est que se taire simule la sérénité mais prépare la cassure. Il existe un calme qui soulage et un calme qui présage l'orage. La réserve peut être un lien, mais elle peut aussi être un abîme. Tu cesses de t'exprimer. L'autre croit que tout s'arrange. Il se tranquillise, il oublie, il poursuit comme si rien n'avait changé. Mais en toi, quelque chose se prépare. Tu n'es pas apaisé. Tu es en retrait, en surveillance, dans cet instant figé où tu décides si tu reviens ou si tu pars. Le mutisme se fait attendre détaché, une phase de gel, et l'autre ne le perçoit pas. Il croit à l'équilibre. Il croit que ta réserve est un signe de clémence, de sagesse, d'épuisement. Mais il se fourvoie. Ta réserve est un calcul. Tu évalues, tu pèses, tu laisses l'autre se détendre tandis que toi, tu t'éloignes intérieurement. Et quand la rupture survient, elle est soudaine, incompréhensible, injustifiable, car tu n'as rien verbalisé. Tu as simplement cessé d'être présent, et l'autre reste perplexe. Il ne voit pas le cheminement. Il n'a pas remarqué que ta réserve était déjà un adieu. C'est cela la puissance glacée du mutisme. Il n'avertit pas. Il opère en profondeur, il laisse supposer, puis il tranche sans éclat, sans verbe, sans drame, juste un vide, juste une évaporation. La réserve, dans ce contexte, n'est pas une protection. C'est une exécution affective, progressive mais irrémédiable. Et celui qui l'emploie sait qu'il n'y a parfois aucun retour, car tout a été transmis dans le non-transmis. La quatrième vérité à affronter, c'est que se taire fascine particulièrement ceux qui ont des secrets. Le mutisme attire les consciences chargées. Ceux qui ont trompé, manœuvré, trahi perçoivent dans ta réserve une menace. Ils y voient un reflet, un guet-apens, une intimidation voilée. Tu ne dis rien, mais eux imaginent tout, car ils connaissent leurs actes. Et ton mutisme les confronte à leurs propres remords. C'est pourquoi ils deviennent anxieux. Ils élèvent la voix. Ils t'accusent de détachement, de dédain, d'arrogance. Mais en réalité, ce n'est pas ta réserve qu'ils redoutent, c'est ce qu'ils y projettent. Ton mutisme devient le révélateur de leurs fautes. Tu es serein, mais ils paniquent. Tu es stable, mais ils vacillent. Car ils savent qu'à ta place, ils s'exprimeraient. Ils se justifieraient. Ils clarifieraient. Mais toi, tu t'abstiens. Et ce refus se fait reproche invisible. Tu ne dis rien, pourtant tu dis tout. Tu leur envoies leur propre appréhension, leur propre disgrâce, leur propre fragilité. La réserve n'est pas toujours une tactique. Parfois, exister dans la quiétude suffit à faire surgir les spectres chez les autres. Et ces spectres les obsèdent. Ils les incitent à fuir, à riposter, à attaquer. Mais plus ils s'agitent, plus ils se mettent à nu. Le mutisme devient une clarté impitoyable sur les recoins sombres. Il ne sanctionne pas, il expose. Et c'est ce pouvoir de mise à jour qui captive. Car au fond, chacun sait que la réserve a un coût, et ceux qui portent des fardeaux éthiques le ressentent plus intensément. Tu n'as rien à entreprendre, rien à énoncer. Tu n'as qu'à patienter. Le mutisme opère à ta place. La cinquième vérité à saisir, c'est que se taire peut être une sanction plus douloureuse que les paroles. On imagine souvent que l'indifférence est douce, neutre, courtoise, mais elle peut être acérée. Garder le silence face à quelqu'un qui attend une réponse, un pardon, une validation peut être plus cruelle que n'importe quel reproche. La réserve, dans certains cas, se mue en exclusion, une manière de signifier « tu ne vaux même pas une réaction de ma part ». Celui qui doute excessivement s'exprime trop. Celui qui veut tout savoir finit par tout exposer. Le déplacement du doute est donc une approche sophistiquée. Tu n'affrontes pas, tu surveilles, tu ne résistes pas, tu patientes. Et dans cette patience, c'est l'autre qui se désorganise. Tu restes ferme, enraciné, détaché, et pendant que l'autre se consume en interrogation, tu deviens le mystère. Et un mystère, dans les luttes d'influence, surpasse toujours une explication. Le quatrième pilier à dompter, c'est la tactique du recul.
Tu imagines que battre en retraite, c'est capituler. Mais dans l'art d'imposer sans voix, s'abstenir de parole est une avancée conquérante. Tu te retires non pour esquiver, mais pour scruter. Tu abandonnes l'arène des mots, et soudain, elle perd son éclat. L'autre persiste à performer, à discourir, à reprocher. Mais tu n'es plus là pour riposter. Ton retrait se fait écho. Ton recul se fait geste. Et ce mutisme gagne en épaisseur singulière. Il indique que tu es ailleurs, plus élevé, intouchable. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est un saut de niveau. Tu ne te mêles plus au tumulte. Tu le contemples, tu le laisses s'essouffler. Le recul verbal se transforme en piège mental. L'autre piétine dans un vide que tu refuses d'occuper. Et ce refus, cette manque de réciprocité, brise l'illusion de maîtrise. Tu n'offres plus de prise, tu ne fournis plus d'appui. Tu te retires pour faire éclater le besoin de retour chez l'autre. Et quand ce besoin pèse trop, il expose la dépendance. Celui qui hurle face à un mur réalise sa solitude, et ce sentiment d'isolement est accablant. Il suppose que tu as renoncé, mais tu n'as rien lâché. Tu t'es élevé. Le recul, dans cette approche, est ascendant. Tu ne sors pas du jeu. Tu changes d'étage, et dans ce mutisme, tu imposes une nouvelle règle, je ne suis plus où tu me places. Et cette confusion suffit à faire craquer les façades, à rompre les équilibres. Tu triomphes parce que tu sais te taire au moment opportun. Le cinquième pilier à mettre en pratique, c'est l'asymétrie affective. Quand tu conserves ton sérénité et ta réserve pendant que l'autre s'agite, s'irrite, s'emporte, une faille invisible émerge. Ce n'est pas toi qui la génère, tu la laisses se manifester. Le mutisme fonctionne comme un révélateur. Il distingue qui se domine et qui est captif de ses impulsions. Dans cette asymétrie, tu occupes le terrain supérieur, tu observes les débordements sans y céder. Et ce sérénité devient intolérable pour l'autre. Il tente de te faire sortir de tes gonds. Il s'exaspère de ton immobilité. Il essaie tout pour arracher une réaction. Mais tu ne concèdes rien, et ce rien se fait claque. Tu refuses de participer à son chaos. Tu refuses de légitimer son effervescence. Alors, il dérape, il s'enlise dans l'exagération, dans l'excès, et chaque parole supplémentaire l'enfonce plus. Ton mutisme le rend transparent, il le démasque, et toi, tu restes l'ombre. Celui qui ne réagit pas instaure une hiérarchie cachée. Il devient le rempart contre lequel l'autre se heurte. Et ce rempart ne fléchit pas. Il absorbe sans restituer. Il transmue l'attaque en néant. L'asymétrie affective est donc une méthode détachée mais infaillible. Tu ne vins pas en imposant, tu vins en laissant l'autre s'écrouler. Et dans cette dégringolade, tu n'es responsable de rien. Tu n'as rien énoncé. Tu n'as rien accompli. Tu étais simplement là. Et c'est ta présence tranquille et contrôlée qui a suffi à le briser. Voilà l'impact d'une réserve qui ne cède pas. Le sixième pilier à incarner, c'est le camouflage des visées. Dans chaque expression, il y a une confession. S'exprimer, c'est créer une ouverture, c'est révéler un bout de ton schéma, de ton appréhension, de ton attente. Même si tu crois diriger ton discours, l'autre capte un éclat de ta tactique. C'est pourquoi la réserve l'emporte. Elle est un écran, une opacité que l'autre ne peut franchir. Tu deviens indéchiffrable, impénétrable, abyssal. L'adversaire ignore où porter le coup, car il ne discerne aucune cible. Tu es présent, mais tu ne livres rien. Aucune excuse, aucune réponse, aucune admission. Et cette absence de signe le rend hystérique. Il aspire à analyser, à anticiper, à saisir. Mais tu lui refuses le champ. Tu ne poses aucune pièce sur l'échiquier. Tu la gardes secrète. Et dans ce voile, tu parais périlleux. Car ce qu'on ne comprend pas inspire la crainte. Ce qu'on ne peut prévoir inspire la terreur. Et c'est cette appréhension, cette ambiguïté que tu alimentes par ta discrétion. Tu n'es pas passif. Tu es en pleine maîtrise. Tu ne laisses aucune brèche visible. Et tandis que l'autre s'égare en hypothèse, tu restes le maître du jeu. Ce pilier requiert une résilience intérieure colossale. Ne pas s'exprimer quand tout y pousse. Ne pas se défendre quand on t'assaille, ne pas éclaircir quand on t'incrimine. Mais c'est cette réserve tactique qui te sauvegarde. Elle transmute ton manque de parole en bouclier, et l'adversaire s'épuise à attaquer un obstacle qu'il ne peut entamer. Tu imposes sans combattre. Tu triomphes sans t'expliquer. Tu laisses l'autre se désintégrer dans ses imaginations, tandis que toi, tu préserves ton autorité intacte, inatteignable, scellée dans la quiétude de ta détermination. Le septième pilier à développer, c'est l'aura muette. Tu n'as pas à t'exprimer pour inspirer la crainte. Souvent,
Le simple fait de t'installer sans un bruit suffit à altérer l'atmosphère d'un lieu. La réserve n'est pas un manque, elle est une intensité, une vibration cachée qui imprègne l'environnement et capte les attentions. Cette aura muette, quand elle est domptée, se fait attractive. Tu deviens le centre immobile autour duquel tout pivote. Tu n'énonces rien, mais tous aspirent à connaître tes pensées. Tu ne réponds pas, mais chaque mouvement, chaque œillade se mue en puzzle. Et ce puzzle captive, car dans un monde assourdissant, la constance attire, le détachement impressionne, le mutisme intrigue. Celui qui s'exprime est attendu, celui qui se tait devient légende. On t'attribue des réflexions, des projets, des motivations, même sans décision de ta part. Et c'est cette imagination collective qui te confère ton ascendant. Tu es présent sans forcer, mais ta simple existence se fait emprise cachée. Tu n'imposes rien. Tu existes, et cela suffit à instiller le doute, à provoquer le recul, à plier les volontés. Le secret, c'est de renforcer ta réserve par ton expression, ton maintien, ton souffle. Rien de belliqueux. Tout dans la maîtrise, dans la confiance sereine de celui qui n'a rien à prouver. Ta voix est absente, mais ton charisme parle, et ce qu'il transmet surpasse n'importe quel plaidoyer. Dans cette aura muette, tu ne vises pas à persuader. Tu existes, et cette existence même devient intenable pour ceux qui ne se contrôlent pas. Tu n'as plus besoin de plan. Tu incarnes le plan. Et cette absence de réponse devient un jugement. Tu ne hurles pas, tu ne frappes pas, tu ne condamnes pas, mais tu retires. Tu retires ton intérêt, ta voix, ton attention. Et c'est ce retrait qui blesse. Car l'autre se sent effacé, négligé, inexistant. Le mutisme peut se faire châtiment, un blocage relationnel, une sentence tacite, et celui qui l'endure ressent une agression glacée, invisible mais tangible. Tu n'as pas besoin d'offenser pour rabaisser. Il suffit parfois de cesser de répondre, de cesser de réagir, de traiter l'autre comme s'il n'existait plus. Et cette invisibilisation devient une souffrance, car elle touche à l'identité, à l'estime de soi, à la dignité. Voilà pourquoi tu dois comprendre la force punitive de la réserve. Elle est nuancée mais ravageuse. Tu dois en être conscient pour ne pas l'employer à tort et à travers, car elle peut fracasser sans bruit. Et celui qui y recourt trop souvent finit par repousser, par détruire, par isoler au lieu d'imposer. La réserve est un instrument, mais utilisée comme sanction, elle devient une arme qui tranche les liens sans les réparer. Commente cette phrase: je préfère la blessure du silence à l'illusion du dialogue. La sixième vérité à contempler, c'est que l'excès de réserve peut te rendre distant de l'humain. Il y a dans le mutisme une grâce, une vigueur, une domination. Mais il y a aussi un péril, celui de t'éloigner des autres au point de ne plus ressentir. La réserve prolongée se fait mur, un mur glacial, élevé, imprenable. Tu n'as plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin de riposter, tu n'as plus besoin d'aimer. Tu observes, tu dissèques, tu diriges, et à force de tout retenir, tu finis par ne plus rien vivre intensément. Tu deviens un calculateur de mouvements, un régulateur de réponses. Tu entres dans un univers où toute émotion paraît suspecte, tout verbe paraît risque. Et dans cet univers, l'autre devient un élément à manipuler, non une entité à rencontrer. Tu n'es plus en connexion, tu es en maîtrise. Et cette maîtrise, au fil du temps, assèche. Tu ne verses plus de larmes, tu ne ris plus. Tu imposes ta réserve comme une protection, et cette protection finit par t'enfermer. Tu voulais esquiver la souffrance, tu as supprimé la joie. Tu voulais éviter l'humiliation, tu as supprimé la fragilité. À force de te taire, tu as sectionné les liens subtils qui unissent les êtres. Tu as appris à imposer, mais tu ne sais plus aimer. Voilà le coût du mutisme extrême. Il t'offre l'indépendance, mais te prive de chaleur. Et ce n'est pas un risque pour les autres, c'est un risque pour toi. Car un jour, tu regarderas autour et tu verras le néant, un néant parfait, sans clameur, sans chaos, mais sans vie. Tu seras indemne, oui, mais solitaire. Protège ton ascendant, mais protège ton essence. La réserve est une arme. Elle ne doit jamais devenir ton unique mode d'expression. La septième vérité à intégrer, c'est que l'authentique ascendant du mutisme réside dans sa capacité à exposer ceux qui s'expriment trop. Dans tout cercle, dans toute relation, il y a toujours quelqu'un qui occupe l'espace, qui débat, qui commente, qui justifie. Il vise à persuader, à rassurer, à séduire. Il aspire à être écouté, apprécié, confirmé. Et toi, tu n'as rien énoncé. Tu es resté immobile, vigilant. Ta réserve s'est faite miroir. Elle a mis en évidence l'agitation de l'autre,
son aversion pour le vide, son besoin d'excuses. Et plus tu gardes le silence, plus il se compromet. Il s'embourbe dans des clarifications superflues. Il expose ses vulnérabilités. Il met en lumière ses incohérences. Le mutisme, ici, est une clarté brutale. Il n'énonce rien, mais il illumine tout. Et celui qui s'exprime excessivement se dévoile malgré lui. Il voulait diriger son image, mais c'est son surplus qui le rend fragile. Voilà pourquoi la réserve est redoutable. Elle ne révèle pas tes pensées, mais elle met à nu ce que l'autre occulte. Tu n'as pas besoin de fouiller, de questionner, d'interroger. Il suffit de patienter, de te taire, et la façade s'effrite, car l'humain face au mutisme qu'est un retour. Et s'il ne l'obtient pas, il le fabrique, il l'impose, il force, il s'expose. Ta réserve n'est pas un manque, c'est une incitation à la défaillance. Celui qui ne tolère pas ton mutisme expose sa reliance au jugement, à la parole, à l'approbation. Et cette reliance, tu peux l'exploiter, car l'ascendant n'est pas dans ce que tu énonces. Il est dans ce que l'autre dévoile en tentant de te faire parler. Il ne suffit pas de saisir le mutisme. Il faut l'adopter, le modeler, le projeter. Le mutisme tactique n'est pas un vide, c'est une façon d'investir l'espace différemment. Voici ces méthodes pratiques pour convertir ta discrétion en ascendant tangible dans les échanges, les pressions, les choix. Apprends dès maintenant à te taire avec impact. La première méthode à appliquer, c'est l'art de différer ta riposte. Dans tout échange, le moment suivant une interrogation ou une provocation est une brèche tactique. Celui qui réplique instantanément expose sa fébrilité. Celui qui agit trop vite devient transparent. Mais celui qui diffère sa riposte génère une pression. Il instaure une pause qui déconcerte, qui incite l'autre à hésiter. Se différer n'est pas une incertitude, c'est une domination. Tu saisis le contrôle du tempo, tu ralentis le flux. Tu ne t'ajustes plus à l'énergie de l'autre. Tu l'obliges à s'ajuster à la tienne. Même un bref instant de mutisme peut ébranler une assurance. L'interlocuteur face à ta réserve doute de ses propos. Il les reformule, il les ajuste, il remplit. Et dans cet ajustement, il se met à nu. Ta réserve devient un appât. Tu n'as encore rien énoncé, mais tu tiens déjà les rênes du dialogue. Cette méthode requiert du calme. Elle exige que tu résistes à l'instinct de répliquer. Elle t'entraîne à la délibération volontaire, à l'économie verbale. Tu n'es plus dans le débat impulsif. Tu construis une scène cachée. Et plus tu domines l'art du différé, plus tu prends l'avantage. Tu donnes l'impression de méditer, de soupeser chaque terme, de régner sur l'interaction. En réalité, tu instilles de l'appréhension, une appréhension diffuse. L'autre ignore ce que tu vas énoncer. Il patiente, et cette patience le ronge. Voilà comment tu emploies le mutisme pour affirmer ta présence, non en t'effaçant, mais en rendant chaque parole rare, valorisée, incisive. Celui qui s'est patienté un moment avant de s'exprimer n'est plus un individu ordinaire. Il devient un bastion, un arbitre, une autorité, et cette autorité naît dans l'intervalle que tu crées entre deux échanges. La deuxième méthode à adopter, c'est l'œillade fixe et taciturne. Le mutisme ne se limite pas à l'absence de verbe, il passe par l'intensité de l'expression visuelle. Un regard stable, profond, sans esquive est plus impactant qu'un long discours. Il communique un langage que le corps saisit aussitôt, supériorité, présence, maîtrise. Quand tu fixes sans t'exprimer, tu crées un déséquilibre. L'autre aspire à combler ce vide oculaire par des paroles, des excuses, des mouvements. Il se sent examiné, évalué. Mais toi, tu ne réagis pas. Tu ne souris pas, tu n'acquiesces pas, tu ne blâmes pas. Tu fixes, point. Et ce point suffit. Car le regard fixe dans la réserve est perçu comme une forme d'autorité détachée. Tu deviens la silhouette qui scrute sans s'engager. Tu n'es pas dans la discussion, tu es dans le jugement. Cette instance est inconfortable pour l'autre. Il quête une réponse. Il traque un indice. Il veut savoir tes réflexions, mais tu ne concèdes rien. Et ce rien devient oppressant. Il expose une anxiété, une faute, un besoin de validation. Et dans ce besoin, il perd son ascendant. Toi, tu gagnes. Tu n'as pas haussé le ton. Tu as simplement fixé longuement sans ciller, et dans ce regard, tu as gravé ton empreinte. Cette méthode ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande une autodiscipline, une immobilité intérieure, un souffle mesuré. Tu dois devenir roc, statique mais vivant. Tu n'as rien énoncé, mais tu as marqué. Le regard fixe taciturne impose plus que 1000 arguments. Il est une expression non verbalisée mais perçue. Il est une présence, et cette présence,
quand assumé, fait plier ceux qui s'agitent. La troisième méthode à dompter, c'est l'élimination délibérée du jugement. Dans une ère où tout suscite un avis, où chaque fait appelle une réaction, refuser de juger est un geste tactique. Tu ne livres plus ton opinion. Tu ne loues pas. Tu ne blâmes pas. Tu observes. Tu laisses les autres s'ouvrir, se justifier, s'expliquer, et toi, tu restes en retrait. Pas par évasion, mais par décision. Tu refuses de alimenter le chaos environnant. Tu choisis le mutisme comme limite. Cela perturbe. Les autres attendent ta réponse pour s'orienter, mais elle ne vient pas. Ils insistent, ils te piquent, ils t'invitent, mais tu demeures stoïque. Cette stoïcité devient une énergie. Elle forge une aura autour de toi. Que pense-t-il? Pourquoi reste-t-il muet? Que prépare-t-il? Tu ne fais rien, mais tu attires tout. En éliminant le jugement, tu prives la discussion de carburant. Tu signifies que ta parole est précieuse, et quand elle surgira, elle pèsera. Tu ne dilapides pas ton autorité. Tu la condenses, tu la protèges. Chaque pause devient un verdict reporté. Et cette attente, cette suspension donne à ta présence une gravité que les autres manquent. Ce choix te sauvegarde aussi. Tu n'es plus vulnérable. Tu ne te contredis pas. Tu ne t'enfermes pas dans des affirmations vaines. Tu restes libre, intact, hors du vacarme. L'élimination du jugement n'est pas un vide. C'est une affirmation muette de vigueur, et celui qui la pratique devient exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel est craint, respecté, parfois même idolâtré. La quatrième méthode à pratiquer, c'est le mutisme ritualisé. Tu ne dois pas limiter la réserve au conflit ou au dialogue. Tu dois en faire une routine, un fondement de ton mode de vie. Le mutisme ritualisé, c'est cette habileté à créer quotidiennement des zones protégées où tu te retires du monde sciemment. Tu t'extrais du bruit, des échanges, des controverses, non pour éviter, mais pour revitaliser ton ascendant. Tu t'absentes, tu t'effaces, tu disparais brièvement des vues d'autrui, et ce retrait devient perceptible. Il intrigue, il imprime. L'absence choisie et récurrente forge une identité. On s'accoutume à ta réserve. On sait que tu vas te distancier. Et dans ce distancement, tu bâtis ton prestige. Tu deviens celui qui n'est jamais pleinement disponible, jamais totalement atteignable. Ta réserve n'est plus fortuite. Elle devient un cadence. Et ce cadence, quand honoré, te rend imprévisible. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu prends ton temps. Tu t'offres des périodes sans verbe, des instants de retrait complet. Et quand tu ressurgis, ta présence s'amplifie. Tu ne t'exprimes pas plus, mais on t'écoute davantage. Le mutisme devient une structure, une assise mentale, un exercice de l'âme. Tu apprends à ne pas riposter, à ne pas diffuser, à ne pas juger. Tu t'imposes la modération, et cette modération se mue en vigueur sereine. Tu n'es plus attiré par l'extérieur. Tu deviens pôle attractif. C'est dans cette réserve régulière, élue, domptée, que réside ta vraie puissance. Et ceux qui t'entourent le perçoivent. Ils sentent que tu n'es jamais tout à fait présent, mais toujours en pleine maîtrise. Le mutisme est devenu ton abri, mais surtout, ton outil d'affirmation. La cinquième méthode à incarner, c'est le distancement au cœur de l'échange. Rien n'est plus déstabilisant que celui qui, en pleine discussion, en pleine friction ou en plein dialogue, opte pour le départ. Pas par fragilité, par calcul. Tu cesses de riposter. Tu ne justifies pas ton acte. Tu t'éloignes. Tu sors du lieu. Tu coupes la ligne. Tu romps le contact visuel. Tu te retires abruptement mais sans hostilité. Et ce distancement devient une interruption, une brisure dans le flux. L'autre se retrouve face à un néant soudain et froid. Il anticipait un clash, une réplique, une montée. Mais tu as brisé le rythme, et dans cette brisure, tu affirmes ton ascendant. Tu décides quand cela cesse. Tu décides ce qui mérite ton investissement. Tu ne demandes pas l'autorisation. Tu t'extrais, et cette extraction marque profondément l'esprit de l'autre. Il reste pétrifié, avec ses mots en suspens, face à lui-même. Le mutisme qui suit ton départ est étourdissant. Il devient le lieu d'une réflexion brutale. Pourquoi est-il parti? Que ai-je dit? Que pense-t-il à présent? Tu n'énonces rien, mais tu obsèdes. Cette méthode est puissante car elle démontre que tu n'es pas captif du instant. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de clore une séquence pour exister. Tu te retires, et tu laisses le reste s'effondrer sans toi. Voilà comment tu prends l'avantage par ton absence élue. Et dans cette absence, tu deviens plus présent que jamais. Si cette vidéo t'inspire, diffuse-la. Elle pourrait éveiller des esprits discrets. La sixième méthode à explorer,
c'est le mutisme comme stance d'examen. Trop s'exprime pour combler le néant. Toi, tu apprends à écouter pour diriger. Tu t'installes dans la réserve, non pour éviter le bruit, mais pour en décoder l'essence. Chaque terme que l'autre articule devient pour toi une mine d'informations. Tu notes les variations tonales, les pauses, les incohérences. Tu détectes les faiblesses dans les récits, les aspirations voilées, les peurs dissimulées. Tu n'as rien besoin d'énoncer. Tu écoutes, tu observes, tu dissèques, et dans cette réserve, tu en sais plus que ceux qui discourent. Le mutisme comme stance d'examen transforme l'échange en terrain d'investigation. Tu ne poursuis pas la vérité, tu la laisses affluer vers toi. Car dans le flot verbal, chacun finit par révéler ce qu'il voulait occulter. Tu laisses l'autre se vider, et pendant ce temps, tu t'enrichis. Tu dresses une carte mentale de son psychisme, et plus il s'exprime, plus tu domines la partie. Ta discrétion devient alors symbole d'intelligence détachée. Tu es celui qui sait sans démontrer, celui qui saisit sans expliciter. Tu n'as pas besoin d'éblouir. Tu as juste besoin de rester vigilant, et cette vigilance muette te confère un ascendant colossal. Tu n'es pas distrait. Tu n'es pas dispersé, tu es focalisé, concentré. Et celui qui te parle le ressent. Il sent qu'il est examiné, analysé, décrypté, et cela le rend inquiet. C'est dans cette pression que tu en crées ton ascendant. Tu ne le proclames pas, tu le comprends, et le comprendre dans la réserve, c'est déjà le posséder. La 7e méthode à développer, c'est l'aura muette imposante. Ce que tu incarnes doit s'exprimer avant que tu ouvres la bouche. Ta façon d'entrer dans un espace, ton maintien, ton regard, ton souffle. Tout cela doit former un discours. Et ce discours, tu dois le dominer dans la réserve. Tu ne vises pas à charmer ni à persuader. Tu es, et cet être dans sa pureté fondamentale devient un fardeau. Tu n'as pas besoin de t'exprimer pour imposer. Ton sérénité devient une supériorité. Ton immobilité devient une pression. Tu es là, et cela suffit. Cette méthode repose sur une densité intérieure. Tu ne peux feindre. Tu dois avoir forgé ton mental. Tu dois connaître ta valeur. Tu dois être cohérent. Car l'aura muette n'est pas une pose, c'est un éclat. Tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton identité. Tu l'incarnes, et ceux qui te croisent le perçoivent. Ils ralentissent. Ils modèrent leur ton. Ils veillent. Tu n'as rien réclamé, mais tu es devenu repère. Ta réserve n'est pas un manque de verbe, c'est une onde, une énergie compacte qui s'adresse à ceux qui savent écouter autrement. Et plus tu affines cette aura, plus elle devient exceptionnelle. Et ce qui est exceptionnel captive. Tu n'es plus un participant. Tu es un mystère, et les mystères règnent. Voilà pourquoi tu dois développer cette aura muette. Pas pour impressionner, mais pour incarner. Car au terme d'une réserve authentique, il y a une forme de règne. Celle qui ne se proclame pas, celle qui s'affirme. Tu réalises désormais que se taire n'est pas un creux, mais une vigueur. Ce n'est pas une capitulation, c'est une élévation cachée. Machiavel l'avait saisi. Dans l'empire des passions humaines, celui qui garde le silence n'est pas absent. Il est ailleurs, au-dessus, éloigné du chaos, des impulsions, de la prévisibilité. Il est en position de vigilance, de surveillance, de supériorité. Tu as vu comment chaque parole peut se muer en faille, en ouverture sur tes visées, en appel à la manipulation. Tu as vu comment une réserve bien orchestrée transforme l'autre en écho de ses propres appréhensions. Tu n'as plus à persuader. Tu n'as plus à clarifier. Tu n'as plus à dominer par la force. Tu es dans la maîtrise. Pas la maîtrise oppressive et tonitruante des despotes évidents, mais la maîtrise détachée, feutrée, insidieuse des esprits calculateurs. Se taire, en essence, est une inscription cachée. Chaque omission verbale est une ligne que l'autre s'efforce de décoder. Et plus il s'épuise à interpréter, plus tu diriges. Tu crées un néant qui attire, une pression qui incite à s'exprimer, à se défendre, à se compromettre. Et tandis que l'autre se débat, toi, tu observes, tu évalues, tu patientes, et parfois, tu n'as même pas à intervenir. La chute survient d'elle-même. Mais ne te méprends pas, cet ascendant a un coût. Il isole, il glace, il requiert une vigilance permanente. Tu dois apprendre à ignorer l'émotion, à ne pas parler pour calmer, à ne pas réagir pour séduire. Tu deviens le régisseur du tempo, le modeleur de la réserve, l'artisan de ton emprise. Et ce rôle, aussi discret soit-il, est implacable. Car il opère dans l'ombre, sans indice, sans vestige. Il modèle les perceptions, les attitudes, les résolutions sans jamais élever la voix.
Tu dois aussi savoir quand rompre le silence, car le vrai tacticien n'est pas sourd-muet, il est sélectif. Il sait que la parole, quand rare, devient inestimable. Quand attendue, elle devient décisive, et quand contrôlée, elle devient une épée. Il s'exprime quand la réserve a déjà accompli l'essentiel. Il clôt ce que le néant a amorcé. Il n'entre pas dans le tourbillon, il le regarde s'éteindre. C'est cette attitude que tu dois cibler. Une indépendance intérieure, une tranquillité qui perturbe, une énergie paisible qui ne mendie jamais la compréhension. Tu ne vis plus pour rallier les autres. Tu vis pour voir plus net, pour ressentir plus juste, pour frapper plus tard, mais plus intensément. Et parfois, tu n'auras pas à frapper, car l'univers s'ajustera autour de toi sans que tu aies émis un son. Alors, grave ceci, celui qui s'exprime tente d'imposer. Celui qui se tait s'impose. Celui qui justifie tente de convaincre. Celui qui se retire oblige à être anticipé. Et dans ce ballet d'ombre, celui qui est anticipé garde toujours l'avantage. À présent que tu as tout saisi, ne replonge pas dans le vacarme comme avant. N'essaie plus d'être perçu par tous. Essaie plutôt d'être craint dans la discrétion. Laisse ton absence devenir plus impactante que les clameurs. Laisse ton sérénité devenir plus intimidante que la fureur. Laisse ta réserve devenir ton royaume. Et si cette révélation vibre en toi, si elle a creusé une faille profonde, ne la confine pas. Partage cette vidéo non comme un avis, mais comme un signal d'alarme. Car l'ascendant muet ne fait pas de bruit, mais il grave des marques indélébiles. Abonne-toi si ce n'est pas fait et active la cloche des notifications. Ici, tu n'apprendras pas à hurler, mais à régner sans écho.